Chapitre 46. Cependant, toutes ces parties de chasse qui me procuraient une existence assez agréable, existence qui pouvait indéfiniment se continuer ainsi, en me supposant une vingtaine de 1000 livres de rente, ne constituaient pas un avenir pour un pauvre diable dont le patrimoine, malgré l'économie maternelle, fondait de jour en jour d'une effrayante façon. J'avais 15 ans. On jugea qu'il était temps de me faire apprendre un état, et on se décida pour celui de notaire. À cette époque, où non seulement un voile couvrait mon avenir, mais où je n'avais pas encore ressenti vers cet avenir aucune des aspirations qui m'y entraînèrent depuis, tout état, excepté celui de séminariste, m'était assez indifférent. Ma mère, un beau matin, sortit donc de la maison et, traversant la place en diagonale, alla demander à son notaire s'il voulait bien de moi pour son 3e clerc. Le notaire répondit qu'il ne demandait pas mieux que de me recevoir chez lui, mais qu'il lui semblait, sauf erreur, que j'avais de telles dispositions pour la marette, pour la pipée et pour la chasse, qu'il était douteux que je devinsse jamais un écolier bien assidu de cujas et de potiers. Ma mère poussa un soupir. C'était peut-être bien aussi son opinion elle-même, mais elle n'en insista pas moins, et le notaire lui répondit « Eh bien, ma chère madame Dumas, puisque cela vous fait tant plaisir, envoyez-le-moi toujours et l'on verra. » Il fut donc décidé que le lundi suivant, j'entrerais chez maître Menson. Les gens polis disaient en qualité de 3e clerc, les autres en qualité de saute-ruisseau. On sait que c'est le mot consacré. Cela me fit bien quelque peine de renoncer à ma douce indépendance, mais je faisais un si grand plaisir à ma mère en adhérant à sa décision. Il y avait pour moi, disaient tous mes amis, un si bel avenir dans cette carrière que l'on m'ouvrait. Lafarge, on se rappelle le fils élégant et spirituel de ce chaudronnier chez lequel nous demeurions, Lafarge y faisait un chemin si brillant et si lucratif, que cette idée que quand j'aurais une étude qui rapporterait 12 ou 15 000 francs par an, je pourrais faire comme lui de la marette et de la pipée sur une grande échelle, me séduisit infiniment. J'entrai donc chez monsieur Menson. Monsieur Menson était à cette époque un homme de 35 ans à peu près, plutôt petit que grand, trapu, vigoureux, bien pris de toute sa personne au point de vue herculéen. Il avait les cheveux roux et courts, les yeux vifs, la bouche railleuse. C'était un homme d'esprit, brusque souvent, entêté toujours, voltairien enragé, et déjà républicain à une époque où personne ne l'était encore. Le poème de la Pucelle était sa lecture favorite. Il en savait par cœur des chants tout entiers et les disait volontiers dans ses moments de joyeuse humeur ou après son dîner. Il va sans dire qu'il choisissait alors les chants les plus impies et les plus libertins. On m'a dit que depuis, sans cesser d'être républicain, il était devenu dévot outre mesure, mais qu'aujourd'hui il suivait un cierge à la main les processions sur le passage desquelles autrefois il restait la tête couverte. Dieu lui fasse miséricorde. 2 personnages venaient avant moi dans la hiérarchie notariale, le premier et le 2e clerc. Le premier se nommait Niguet. C'était un garçon de 26 à 28 ans, fils de notaire, petit-fils de notaire, neveu de notaire. Un de ces hommes qui viennent au monde avec une écriture en pâte de mouche, une signature illisible et un paraphe gigantesque au bout. Le second était un garçon de mon âge à peu près. Il était gras, il était jaune, il avait le nez pointu. Il étudia 10 ans pour être notaire et finit par être garde forestier. Je n'ai jamais entendu dire qu'il se fût élevé au-dessus du grade de simple garde, quoiqu'il eût de puissantes protections dans l'administration forestière et 3 ou 4 000 livres de rente du chef de sa mère. Il se nommait Roncin. L'apprentissage du notariat me fut assez doux.
C'était un bon diable au fond que M. Menson, pourvu qu'on ne dit pas devant lui de bien des prêtres et que l'on ne fit pas l'éloge des Bourbons. Dans le cas contraire, son petit œil gris s'enflammait. Il empoignait un Ancien Testament ou une histoire de France, ouvrait l'Ancien Testament au livre d'Ézéchiel, l'histoire de France au règne de Henri III, et commentait l'un et l'autre à la manière du citateur de Pigault-Lebrun. J'ai dit que j'étais entré chez M. Menson comme saute-ruisseau. Le titre m'avait d'abord humilié, mais je vis bientôt que j'étais chargé, au contraire, du côté agréable de la profession de clerc de notaire. M. Menson faisait beaucoup d'actes pour les paysans des villages environnants. Quand les paysans ne pouvaient pas se déranger, c'était moi qui recevais la mission d'aller leur faire signer les actes à domicile. Prévenu la veille de la course que j'avais à faire le lendemain, je prenais des mesures en conséquence. Si c'était au temps de la chasse, j'avais un excellent compagnon de route, mon fusil. Si la chasse était fermée, j'allais dès le soir tendre toutes les marettes qui gisaient sur ma route. Dans le premier cas, il était bien rare que je ne rapportasse pas un lièvre ou un couple de lapins. Dans le second, une demi-douzaine de grives, de merles ou de geais, et une vingtaine de rouge-gorge et autres petits oiseaux. Un jour, mon patron m'avertit que j'irais le lendemain à Crépy demander communication d'un acte à son confrère, maître Leroux. Cette fois, comme le ruisseau était un peu large à sauter, il y a 3 lieues et demie de Villers-Cotterêts à Crépy, je fus prévenu qu'un boulanger, client de M. Menson, que le renseignement que j'allais chercher intéressait, mettait son cheval à ma disposition. C'était toujours une fête pour moi que de monter à cheval, même sur un cheval de boulanger. Je partis le lendemain avec injonction de revenir le soir même, à quelque prix que ce fût. Outre le plaisir de la locomotion, j'étais encore attiré à Crépy par un autre attrait. J'allais revoir cette bonne famille chez laquelle nous avions reçu l'hospitalité du temps de l'invasion et mes amis de Lompré. J'ai raconté l'histoire de madame de Lompré, cette veuve d'un valet de chambre du roi Louis XV, laquelle vendait un à un les magnifiques plats de porcelaine qu'elle avait hérités de son mari, et dont le fils aîné, maréchal de logis des chasseurs, si brave en toute autre circonstance, tremblait et se cachait sous le lit quand il faisait de l'orage. Je partis en me promettant de revenir le plus tard possible. Je tins religieusement parole. Je fis d'abord ma commission près de maître Leroux. Puis, ma commission faite, je commençai mes visites. À 7 heures du soir, je remontai à cheval et me remis en chemin. C'était au mois de septembre, les jours diminuaient sensiblement. Et comme ce soir-là le temps était sombre, presque pluvieux, il faisait déjà nuit depuis longtemps lorsque, en sortant de Crépy, je donnai le premier coup d'éperon à mon cheval. Le chemin de Villers-Cotterêts à Crépy, ou plutôt de Crépy à Villers-Cotterêts, car c'est ainsi que nous allons le décrire topographiquement, est une espèce de grande route à peu près abandonnée comme communication commerciale. À moitié chemin de Crépy à Villers-Cotterêts, elle rejoint, en dessinant par cette disposition un Y gigantesque, la grande route de Villers-Cotterêts à Paris. À 1/4 de lieue de Crépy, une portion de forêt, désignée sous le nom de bois du Tillet, s'étend jusqu'à la route mais sans la traverser. Une demi-lieue plus loin, la route, qui jusque-là a couru sur une surface plane, descend dans une espèce de ravin, au fond duquel coule une source et est côtoyée à sa gauche par des carrières dont l'exploitation est abandonnée depuis longtemps. La source a donné son nom à la localité qui s'appelle la Fontaine Eau Claire. Les carrières, dont plusieurs s'ouvrent sombres et profondes sur la route, donnent à cet endroit un caractère de solitude menaçante qui inspire un certain effroi aux gens du pays. Il y a dans ce ravin des traditions de vols à main armée et d'assassinats qui remontent à des époques inconnues, c'est vrai, mais qui sont constatées, comme celle de la forêt de Bondy, par des dictons populaires. Nous nous contenterons de citer celui-ci, qui rime mal, mais que nous donnons simplement comme une recommandation locale et non comme un exemple de poésie. À la fontaine eau claire, bois quand le jour est dans son clair.
Et puis, une demi-lieue au-delà de la fontaine au clair, se présente, coupant transversalement la route, la charmante vallée de Vauciennes, qui conduit du moulin de Valu à Coyolles, au fond de laquelle serpente un ruisseau d'argent liquide, et dort ce fameux marais où Moina faisait, avec monsieur de Violaine, ses preuves d'adresse sur les bécassines. Là, le chemin descend par une pente rapide et remonte par une pente plus rapide encore. Ces deux montagnes sont, pendant les jours de verglas, la terreur des voituriers qui descendent l'une trop rapidement et qui ne savent plus comment remonter l'autre. Les attelages de bœufs stationnent au village et font office de cabestan. Le sommet de la seconde montagne, sommet du haut duquel on aperçoit Villers-Cotterêts, distant d'une lieue à peine, est couronné par un moulin à vent appartenant à M. Picot, auquel du reste appartient une partie de la plaine de Noux, de Coyolles et de Largny. Ce moulin à vent va jouer un grand rôle dans ce qui me reste à dire, car on comprend bien que ce n'est pas à titre de simple description que je viens de relever la route, peu intéressante pour mes lecteurs, de Villers-Cotterêts à Crépy. Ce moulin à vent, allais-je dire, est parfaitement isolé de toute habitation et s'élève au-dessus du fond de Voufly, à peu près à 3 kilomètres de Largny et à 1 lieue de Villers-Cotterêts. Voilà donc la route que je suivais au plus grand trot de mon cheval de boulanger, sous le pas duquel le pavé de Sa Majesté Louis XVIII résonnait lourdement. Vers 8 heures à peu près, j'étais aux environs de la fontaine au clair. J'ai déjà dit que le temps était sombre. La lune, à son premier quartier, était voilée par de longs nuages courant rapidement au ciel et dont les extrémités se frangeaient d'une espèce d'écume grise. Je rapportais de l'argent, j'étais sans armes, j'avais 15 ans à peine, les traditions de la fontaine au clair étaient vivantes dans mon esprit, toute circonstance qui me faisait légèrement battre le cœur. À la moitié de la descente, je mis mon cheval au trot, et grâce à une branche de chêne que j'avais cueillie au bois de Tillet, je parvins à le faire passer au galop. Je franchis l'endroit dangereux, le malo sitio, comme on dit en Espagne, sans accident, et quoique l'ayant franchi, je décidai que le galop serait désormais l'allure que j'imprimerais à mon cheval. Cependant, force me fut de modérer cette allure à la descente et à la montée de Vauciennes. Mais à peine fus-je parvenu au sommet de la montagne qu'à l'aide d'un coup d'éperon et de 2 coups de baguette vigoureusement sanglés, ma monture reprit le galop. Tout semblait sommeiller autour de moi. Le paysage, noyé dans l'obscurité, n'était vivifié ni par une lumière brillante à l'horizon, comme une étoile tombée sur la terre, ni par un aboi de chien qui indique dans le lointain invisible la ferme qu'on sait y être et que l'on cherche vainement des yeux. Le moulin à vent était endormi comme le reste de la nature. Ses ailes, roides et immobiles, ressemblaient aux bras d'un squelette levé vers le ciel dans l'attitude du désespoir. Seuls les arbres de la route semblaient animés, ils se tordaient et criaient sous le vent, lequel en arrachait violemment les feuilles qui s'envolaient dans la plaine comme des bandes de sombres oiseaux. Tout à coup, mon cheval, qui suivait le milieu de la route au grand galop, fit un écart si violent, si inattendu, qu'il m'envoya rouler à 15 pas sur le revers du chemin. Après quoi, au lieu de m'attendre, il continua sa route en redoublant de vitesse et en soufflant bruyamment avec ses naseaux. Je me relevai, tout étourdi de ma chute, qui eût pu être mortelle, si au lieu de tomber sur la terre détrempée des bas-côtés, j'étais tombé sur le pavé. J'eus d'abord l'idée de courir après mon cheval, mais il était déjà si loin que je jugeai que ce serait peine perdue. Et puis j'avais la curiosité de savoir quel objet l'avait si fort épouvanté. Je me secouai, et tout chancelant, je regagnai le pavé. À peine avais-je fait 4 pas que j'aperçus un homme couché en travers de la route. Je crus que c'était quelque paysan ivre, et tout en me félicitant de ce que mon cheval ne lui ait point marché sur le corps, je me baissai pour l'aider à se relever. Je touchai sa main était roide et glacée. Je me redressai, regardant autour de moi, et il me sembla qu'à 10 pas, dans le fossé, je voyais ramper une forme humaine.
L'idée me vint alors que cet homme immobile était assassiné, et que cette forme humaine qui se mouvait pourrait bien être celle de son assassin. Je n'en demandai pas davantage, je sautai par-dessus le cadavre, et comme venait de faire mon cheval, je pris le chemin de Villers-Cotterêts à grande vitesse. Sans m'arrêter, sans me retourner, sans respirer, je fis en 10 minutes peut-être la lieue qu'il me restait à faire, et haletant, couvert de sueur et de boue, j'arrivai chez ma mère, au moment où le boulanger lui racontait que son cheval venait de rentrer à l'écurie sans moi. Ma mère était déjà fort effrayée, mais elle le fut bien davantage quand elle me vit. Je la pris à part et lui racontai tout. Ma mère me recommanda de ne pas dire un seul mot de ce que j'avais vu. Si c'était réellement un homme assassiné, pensait-elle, il y aura une enquête, une instruction à Soissons, des assises à Laon, je serai mêlé à tout cela, forcé comme témoin de comparaître à l'instruction et aux assises, ce seraient des frais et des ennuis inutiles. Et ma mère, sous prétexte que j'étais trop fatigué, se chargea d'aller porter à M. Benson la réponse de maître Leroux, tandis que je changeais de linge et d'habit. Le linge était tout trempé de sueur, les habits tout trempés de boue. La visite de ma mère à M. Benson ne fut pas longue. Elle avait hâte de revenir auprès de moi et de me demander de nouveaux détails. Le retour du cheval sans cavalier avait été mis sur le compte d'une simple chute. Comme la chose n'avait rien d'extraordinaire, le boulanger ne conçut aucun soupçon. Nous passâmes une partie de la nuit, ma mère et moi, sans fermer l'œil. Nous couchions non seulement dans la même chambre, mais encore dans la même alcôve. Elle ne tarissait pas en question, et moi, je ne me lassais pas, tant l'impression était profonde de lui répéter 10 fois le même détail. Vers 1 heure de la nuit, nous nous endormîmes, ce qui ne nous empêcha point d'être levés à 7 heures du matin. Toute la ville était en émoi. Un voiturier de Villers-Cotterêts, que j'avais dépassé à moitié de la montagne de Vauciennes, avait rencontré le cadavre, l'avait ramené dans sa charrette, l'avait ramené à la ville et avait fait sa déclaration.